Bienvenue à ce nouvel épisode d'Idées en évolution, pour lequel nous recevons Florence Bergeau-Blaclair, anthropologue, chercheuse et fondatrice du Centre européen pour la recherche et l'information sur le frérisme, ainsi que l'auteur du livre Le frérisme et ses réseaux, chez Odile Jacob. Madame Bergeau-Blaclair sera de passage à Montréal, au Québec, du 4 au 6 juin 2025. Cela dit, en date de la publication de cet entretien, soit le 30 mai 2025, la conférence montréalaise de Mme Bergeau-Blaclair ne peut être confirmée car des menaces pèsent sur l'événement. Au sein de cet entretien, nous discutons de les menaces constantes auxquelles Mme Bergeau-Blaclair fait face dues à ses recherches sur le frérisme. On discute aussi de l'origine et des objectifs des frères musulmans, de l'islamisme et de l'intégration des populations musulmanes en Occident, de la nature programmatique des frères musulmans, de la soumission graduelle de la gauche à l'islamisme et au frérisme, et finalement du manque de mesures prises face au frérisme en France et ailleurs. Avant d'entamer l'entretien, je vous demanderai de vous abonner, de commenter et de partager cet entretien, s'il vous plaît. Bonne écoute! Madame Bergeau-Blaclair, bonjour. Bonjour, monsieur. Je vais vous présenter à notre auditoire. Avant toute chose, vous êtes docteur en anthropologie, chargé de recherche au Centre national de recherche scientifique, mieux connu comme le CNRS. En 2024, vous avez fondé le CERIF, le Centre européen de recherche d'information sur le frérisme. À ce sujet, soit le frérisme, vous avez publié en 2023 chez Odile Jacob Le frérisme et ses réseaux, l'enquête. Vous avez également publié une multitude d'articles sur des sujets connexes au cours de votre carrière, qui date de quoi? Une trentaine d'années, est-ce que je me trompe? Oui, c'est ça, à peu près 30 ans. Oui. Parfait. Et finalement, ce qui est particulièrement pertinent pour les gens du Québec, étant donné que je suis basé à Montréal en ce moment, vous allez être au Québec du 4 au 6 juin. Pouvez-vous nous donner Absolument. des détails de votre déplacement au Québec? Alors, je ne peux pas vous donner des détails très précis. Il y aura des médias, il y aura des conférences publiques, mais en raison de menaces de mort qui me précèdent malheureusement, je ne peux pas encore donner exactement les dates, mais je le ferai dès que possible. Moi, ça ne me fait pas reculer, hein, mais il y a effectivement des lieux qui craignent, si je viens, que ça tourne mal pour eux. Donc, ils reculent et c'est dommage parce que généralement, je peux donner des conférences absolument partout. J'arrive avec la police, mes policiers français, etc. Donc, il ne se passe rien. Donc, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas se laisser intimider, il ne faut pas reculer. Ça, c'est absolument essentiel si nous voulons continuer à pouvoir nous exprimer, à pouvoir débattre et à pouvoir faire de la science, tout simplement. Êtes-vous encore sous protection policière en France? Oui, bien sûr, je le suis 24 heures sur 24 maintenant depuis plus de 2 ans. Et en fait, j'avais prévu une question pour un peu plus tard, mais un peu plus avancée dans l'entretien. Mais si je comprends bien, les menaces traversent l'Atlantique, donc vous attendent au Québec également. Est-ce qu'on doit y voir une influence justement du frérisme là, qu'on définira par la suite? Mais je suis à moitié Ah, surpris par contre que vous soyez quand même relativement menacé malheureusement ici même. Je, Mais je, je ne pensais pas que ça me précéderait. Je savais que de toute façon, ça traverse l'Atlantique, tout simplement parce que ça passe par les réseaux sociaux. Et comme vous et moi sommes en train de discuter, c'est en simultané. Donc, effectivement, je pensais qu'ils auraient quand même attendu que je parle ou que je sois annoncée pour réagir. Manifestement, non. Et c'est vrai qu'il y a bien sûr mon livre, mais il y a aussi dans l'actualité cette publication du rapport sur les frères musulmans par le ministère de l'Intérieur, enfin même par l'Élysée récemment. Et donc les réseaux fréristes que je décris et qui sont des réseaux transnationaux que je décris dans mon livre et que d'autres décrivent, je ne suis pas la seule à travailler là-dessus, même si on est une poignée, eh bien ils se sont immédiatement activés, commencé à, je dirais presque paniquer, puisqu'il y a une violence, on mesure le degré de panique à la violence des verbales sur les réseaux sociaux et la multiplication des menaces venant un peu de tous les milieux. Bon, moi, généralement, j'attire les menaces du milieu universitaire,
milieu universitaire que tout le monde pense être un milieu feutré où les gens finalement se parlent, sont en bonne compagnie. Mais bon, tout le monde a vu depuis le 7 octobre 2023 que ça n'est pas le cas. C'est malheureusement un milieu qui devient de plus en plus toxique avec des gens qui sont absolument incapables de débattre, d'argumenter, tout simplement parce qu'ils ne l'ont pas appris ou qu'ils l'ont refusé. Et ça pose évidemment de très gros problèmes, ça en pose déjà aujourd'hui, mais ça en posera bien sûr dans la société de demain. Et parmi donc ces problèmes, il y a la méconnaissance d'un de nos ennemis, qui est donc l'islamisme et en particulier le frérisme, qui est, comme je le définis, une forme plus adaptée à nos sociétés, à nos démocraties libérales que les partis politiques islamistes que l'on voit dans les pays musulmans. Mais justement, pouvez-vous nous dire un peu qu'est-ce que les frères musulmans, quelle est leur genèse et peut-être quels sont leurs objectifs et leurs méthodes aussi là, pour l'auditoire qui ne connaît pas nécessairement spécifiquement les frères musulmans là, dans la constellation Oui. islamiste, si on peut dire. Mmh. Alors moi, j'ai une définition, d'abord j'ai travaillé sur le frérisme, c'est-à-dire l'idéologie produite par près d'un siècle d'existence de la confrérie des frères musulmans. C'est une confrérie qui a été assez bien, étudiée, documentée. On a beaucoup d'éléments sur cette confrérie, mais c'est vrai que son influence aujourd'hui dans nos sociétés, du 21e siècle, dans nos démocraties sécularisées, on a beaucoup moins de travaux. Alors pour en dire quelques mots, comme je le fais dans mon livre en introduction, la confrérie des frères musulmans est née en 1928. C'est un jeune instituteur de 22 ans qui l'a créé, qui s'appelle du nom de Hassan el-Banna, et avec l'idée finalement de reconstituer une sorte de milice qui va aider à la reconstitution d'un califat. 1928, c'est 4 ans après l'abolition du califat ottoman. Et ça, c'est quelque chose qui a été très mal vécu dans le monde musulman. C'est une période très troublée, sous domination coloniale, où les musulmans ont le sentiment d'avoir été battus et humiliés par des mécréants, alors que selon eux, on leur a toujours appris que l'islam est la meilleure des religions et qu'elle a vocation à gouverner le monde. Alors même si à l'époque c'est un petit peu lointain, c'est pris vraiment comme quelque chose de très humiliant. Donc la confrérie est née de ce climat-là particulier, une défaite où on se remet en question. C'est pas seulement la faute des Occidentaux, c'est aussi la faute des musulmans qui auraient perdu leur islam d'origine. D'où le retour aux salafis, hein, c'est-à-dire aux pieux anciens qui, eux, avaient la parole sage qu'ils détenaient du prophète. Donc voilà un peu les circonstances de la naissance de la confrérie. Ensuite, elle a évolué et bien sûr, elle s'est opposée au pouvoir en place. Donc ça dure un certain nombre d'années. Elle se rapproche à un moment donné des nazis, de Hitler lui-même. Hassan el-Banna s'est rapproché de Hitler lui-même, du moufti de Jérusalem, qui a entretenu aussi des relations avec Hitler. Donc la question aussi antisémite est très importante dans la constitution du mouvement des frères musulmans. Et ce n'est pas un hasard si les frères ont joué un rôle, les frères européens ou les frères américains ont joué un rôle important dans la mobilisation en soutien au Hamas, donc de groupe terroriste, qui est aussi une branche des frères musulmans. Donc vous avez la solidarité frériste qui s'établit aujourd'hui sur tous les continents. Parfait. On sent que l'islamisme se répand en Occident et on nous sert l'explication, j'ai envie de dire, anthropologique, que l'islamisme est le résultat d'une mauvaise intégration des musulmans dans les sociétés occidentales, de la faute des sociétés occidentales. Vous dites que c'est l'inverse. C'est principalement le frérisme et différents mouvements islamistes qui empêchent, ou du moins qui nuisent grandement à l'intégration justement des populations musulmanes en Occident. Pouvez-vous nous expliquer un peu l'inversion de cette cause à effet? Peut-être la Oui, confusion aussi? C'est vrai qu'on a le sentiment que l'islamisme naît sur un terreau de mauvaise intégration socio-économique. Ça, c'est
C'est ce qu'on a raconté pendant des années, jusqu'à ce qu'on voit quand même que même les attentats terroristes, et notamment le premier, hein, du 11 septembre, enfin le grand attentat, c'était fait par des gens qui ne manquaient pas d'argent ni de projet. Donc, on a mis du temps à comprendre qu'il y a aussi un objectif califal, qui réunit en fait les musulmans de toute tendance et de tous les milieux. Il y a une volonté culturelle, religieuse, qu'on a du mal à comprendre quand on ne fait pas partie de l'Oumma et qu'on attribue donc à une mauvaise intégration, alors que souvent ce sont L'Oumma des étant le populations, monde musulman dans son ensemble, non? voilà, c'est la nation La islamique, nation, hein. alors que ce sont des populations qui sont parfois bien intégrées socio-économiquement, qui développent cette idéologie, cette volonté théocratique. Et c'est ça aussi qu'on a du mal à penser dans nos sociétés sécularisées, c'est le retour de la théocratie. C'est quelque chose que parce on a du mal à l'imaginer, alors on va attribuer le problème à d'autres causes, et les causes qu'on a l'habitude de traiter, c'est généralement les causes socio-économiques. Or, on sait, parce que les frères musulmans en parlent de leur projet. Ils veulent un autre système, ils veulent imposer donc la charia, et pour cela, ils sont évidemment conscients qu'ils n'ont pas la force nécessaire pour l'imposer politiquement ou même militairement, et donc ils passent pas par le politique, ils passent par l'économie, par la culture, par le droit, ils veulent rendre, c'est ce que j'explique dans mon livre, la société charia compatible. C'est-à-dire qu'on va modifier l'environnement, on va modifier les règles de vie, on va modifier les lois, on va habituer en fait tout le monde à la présence de cet islam qui ne pourrait pas s'adapter, qui est lui-même un système intégral. On habitue la société peu à peu à cette présence en diffusant le plus largement possible dans toutes les classes sociales, pour modifier ces lois, cette culture, sans jamais le dire explicitement. Et donc, c'est ça, rendre la société charia compatible. Et les frères sont persuadés qu'une société qui devient compatible avec la charia, eh bien, se donne naturellement à l'islam, puisque c'est sa destinée. La destinée de l'humanité, pour les frères, c'est d'être musulmans. Nous sommes tous des musulmans qui s'ignorent, en fait, nous sommes des êtres humains qui ne sont pas assez développés. Notre développement ultime, c'est d'être des musulmans. Et ça, c'est un point de vue, j'ai envie de dire, islamique et pas seulement islamiste, non? Qu'en fait, le Alors, christianisme et le judaïsme devraient évoluer vers l'islam tout ou tard. je pense qu'il faut faire la différence entre l'islam et l'islamisme, parce que l'islam peut être un projet utopique, effectivement, d'emprise du monde. Ça reste lointain. À partir du moment où les frères arrivent, ils veulent le mettre en marche, ce système-là. Et là, c'est différent. Après tout, on aurait pu imaginer que les musulmans arrivant, alors je dis en Europe dans les années 70-80, et c'est ce qui s'est passé en fait, se sont assez bien fondus dans la culture locale, avec quelques petites variations, mais pas grand-chose. Ils n'avaient pas adopté le voile, ils avaient trouvé des éléments dans le texte qui les autorisaient finalement à ne pas manger halal. Et donc, ils étaient dans un processus d'intégration. Malheureusement, quand les frères sont arrivés, ils leur ont dit non, ce n'est pas ça l'islam. L'islam authentique, c'est celui que nous portons, et c'est celui qui veut que vous respectiez la charia intégralement, parce que c'est la parole de Dieu elle-même. Le Coran est incréé. Donc, tous ces éléments-là, très rationnels, ont convaincu peut-être pas les premières générations, les primo-migrants, qui avaient quand même une socialisation religieuse assez différente et qui résistaient plutôt aux premiers frères qu'ils appelaient les Irwan, mais par contre qui a convaincu la seconde génération. Et c'est ça un peu le drame, c'est que ce soit les politiques
cultuelles, c'est les relations entre l'État et les cultes, ont favorisé plutôt les frères musulmans, et les jeunes musulmans comprenaient mieux le langage des frères musulmans, qui était un langage très rationnel, où on leur disait ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait pas faire, que l'islam un peu magique, surtout des mères qui arrivaient avec leurs habitudes, parfois leurs superstitions, comme pourraient dire d'autres, leurs pratiques magiques. Et pour les enfants, c'était de l'arriération, c'était de la superstition sans intérêt. Ils ne comprenaient pas, et quand ils posaient des questions, les parents lui disaient « mais t'occupe, il n'y a pas à poser de questions ». Donc les frères, eux, ils avaient toujours des réponses à tout. Et ils ont dominé le champ religieux. L'offre islamique a été rapidement dominée par les frères musulmans dès les années 80 en France, par exemple. Donc là, on est à 2 générations réislamisées par les frères. Et ensuite, après les frères, sont venus les salafistes, qui sont plutôt des adeptes de l'orthopraxie, qui n'ont pas nécessairement de projet, mais qui vont finalement aider les frères à constituer justement cette Oumma par la simple application de toutes les règles de l'islam. Donc eux, c'est l'application des règles de l'islam. Tandis que les frères peuvent suspendre l'application de certaines règles pour le projet ultime, si c'est dans l'intérêt du projet ultime de création du califat. Donc les deux marchent un petit peu ensemble. Justement, sur l'idée du projet, en écoutant certains entretiens que vous avez donnés, vous aviez mentionné que le rapport rendu public par le ministère de l'Intérieur français à propos des activités et de l'influence des frères musulmans en France, là, qui est dans les dernières semaines, là, c'est très récent, validait un peu votre approche qui disait que les frères musulmans ont un programme, ils ont programmatique. Et c'est justement ce qui vous attirait, genre les foudres du milieu universitaire notamment, le fait que c'est pas seulement de l'islamisme dans le sens dans l'aspect religieux, mais il y avait un programme, j'ai envie de dire de conquête, mais peut-être que vous avez un mot différent, et ça vous avait attiré les foudres, et pourtant le rapport semble vous valider. Pourquoi est-ce que c'était si problématique en fait l'idée du programme qui me semblait assez évident de toute façon? Pourtant, ça reste une question de tabou, hein. On peut toujours pas le prononcer à la télévision publique, hein. Là, on est quand même assez avancé dans notre réflexion la présente. Pour encore la majorité des gens qui ne sont pas informés ou désinformés, c'est quelque chose qui est de l'ordre du complotisme. Donc on m'a opposé ça pendant 2 ans et demi, et puis quand est arrivé le rapport, ça a été un petit peu plus difficile de m'opposer ça, puisque finalement, effectivement, ce rapport confirmait cette dimension programmatique, cette dimension du plan que j'avais mis en évidence. Maintenant, on est en train d'assister ces derniers jours à comment on appelle ça, un reflux, c'est-à-dire que il y a une contre-offensive qui explique finalement que le problème, ça n'est pas les frères musulmans, ce sont les salafistes. Évidemment, ça c'est c'est un vieil argument que j'entends souvent. Quelle est la différence, je vous l'expliquais, entre les salafistes et les frères? C'est que chez les frères, il y a une dimension politique et de plan, alors que chez les salafistes, il y a une dimension d'orthopraxie. Et souvent, c'est pour effacer, en fait, encore une fois, cette dimension du plan et de la volonté de conquête qu'on préfère mettre en avant, que le danger viendrait plutôt des salafistes. Mais pour moi, ça reste un argument de la gauche qui effectivement est plus hostile à la pratique religieuse et qui ne veut pas voir ou qui est allié ou je ne sais pas avec cette pensée frériste, mais qui ne veut pas considérer en tout cas cette volonté effectivement de transformer une société démocratique en société théocratique. C'est pourtant ce qu'on peut lire dans les documents produits par les frères eux-mêmes, mais c'est ça qui est extraordinaire et qui reste quand même pour moi un mystère, en plus du fait des menaces récurrentes à mon endroit, alors que j'appuie tout ce que je dis sur mes interprétations des textes. Je peux me tromper, j'ai toujours dit je peux me tromper, mais réfutez-moi avec des arguments scientifiques. Ne me traitez pas juste de facho ou je ne sais quoi, d'islamophobe pour me faire taire.
dites-moi ce qui ne va pas dans ma démonstration. Et ça, j'ai pas encore réussi à être réfuté, ce que je regrette d'ailleurs parce qu'on fait toujours des progrès. Hein. Quand on vous critique, ça vous oblige à faire des progrès. Là, ce sont toujours des menaces. Et pourquoi ne veut-on pas croire à cette dimension du plan alors que les frères en parlent? Et je ne sais pas. Pourtant, il suffit de lire, ils le disent. Oui, vous mentionnez dans votre livre, je crois que c'était milieu des années 80, peut-être fin des années 80, où en Suisse, on a trouvé chez un membre en règle Ah, oui, c'était en Suisse italienne, à Lugano, Oui. pas très loin de la frontière avec l'Italie, où on a trouvé effectivement des documents secrets. Donc c'est la CIA qui trouve des documents secrets qui dataient des années 80, qui expliquaient le plan des frères. Mais en fait, on en a trouvé plein d'autres plans. Je sais que celui-là de Lugano a été considéré par un certain nombre d'universitaires comme un document faux ou inventé par la CIA, mais ils n'ont jamais démontré en fait que c'était ça. Et puis ceux qui l'ont fait sont souvent effectivement très proches de la frérosphère qui lutte contre l'islamophobie d'État et des choses comme ça. Mais si on s'appuyait, alors mettons que ce document soit faux, mais il y a plein d'autres documents. Il y a le document de l'ICESCO, le programme donc pour la rééducation des enfants et pour empêcher leur assimilation au sens intégration. Je sais qu'on n'a pas la même définition. Pour empêcher leur intégration en Europe. Donc ça, c'est tout à fait clair. C'est des pages, des dizaines de pages qui expliquent comment empêcher les petits musulmans d'adopter en fait un système séculier. Il y a tous les travaux de Youssef El-Qaradawi qui sont très précis là-dessus. Il y a les travaux de Maududi. Il y a énormément de travaux. Quand je dis, ce sont plutôt des prêches en fait. Hein. On a aussi d'autres plans trouvés en Allemagne. Bref, c'est quelque chose qui est presque banal dans la littérature frériste. On trouve aussi un document très intéressant qui a été publié par Le Point, que j'ai pu commenter d'ailleurs il y a quelques semaines, de l'Union des organisations islamiques de France, qui est la représentation frères musulmans en France, qui a toujours nié son appartement aux frères, mais dont on voit dans ce document secret qu'il formait bien, selon les principes de la confrérie, des frères musulmans assermentés pour un objectif, pour un programme, qui est celui des frères musulmans, puisque la structure montre qu'on est exactement sur le même modèle, avec des petites variations locales, que ce qui se passe, que ce qu'on a trouvé en Égypte, et qui est ouvert. La confrérie en Égypte ne se cache plus. Et quelle est la menace que les frères musulmans font peser sur l'Occident fondamentalement? Une théocratie. Alors, on peut considérer que c'est pas une menace. Je veux dire, on pourrait imaginer qu'on ait tous envie de vivre sous une théocratie. Dans ce cas-là, ça ne serait pas une menace, ça serait un progrès. Voilà. Maintenant, il faut savoir ce que c'est. Il faut savoir ce qu'on nous propose. Or, c'est ça qui est ennuyeux, c'est qu'on ne sait pas exactement ce qu'on nous propose. Est-ce que c'est le voile? Est-ce que c'est la division entre le halal et le haram? Est-ce que c'est ça qu'on nous propose? D'obéir à Dieu? C'est l'islamisation de la connaissance, c'est-à-dire le fait de produire une connaissance, mais toujours dans le cadre de l'islam, donc la reconnaissance du blasphème. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Si on le veut, c'est pas un danger, c'est pas une menace. Si par contre on ne le veut pas, c'est une menace parce que c'est un système qui est intolérant. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas adopter l'islam qu'ils veulent imposer, eh bien vous pouvez effectivement le refuser. Vous appartiendrez alors à la catégorie des dhimmis, des soumis, hein, des assujettis qui devront payer un impôt. Alors ça peut prendre des formes d'assujettissement plus subtil que ça. Et ça, les gamins, ils le vivent dans l'école. Aujourd'hui, il y a des gamins qui sont victimes d'un racisme contre les mécréants. Lui, qu'est-ce que vous voulez? C'est pas un musulman, donc voilà, c'est quand même un peu la race inférieure. Donc ça existe déjà. C'est déjà là dans l'atmosphère, ça existe déjà ça. Et après, mais ça peut, si ça continue comme ça, s'institutionnaliser, se politiser, et après, effectivement, on arrive à des formes plus canoniques de dhimmi,
où là, on est obligé de payer la jizya. Il y a des phénomènes dans l'histoire, on a connu ça, hein, d'humiliation, etc. Ben, c'est ce que j'allais dire. C'est des termes qui renvoient aux grandes conquêtes islamiques à partir du 7e siècle, mais qu'on utilise dans un contexte où ce ne sont pas des conquêtes à proprement parler militaires, politiques, mais C'est ça. Ce ne sont dans pas des des... conquêtes militaires, ce ne sont pas Ouais. encore des conquêtes politiques, ce sont des conquêtes culturelles pour le moment. Et ça marche assez bien. D'ailleurs, les frères se sont inspirés, hein, de la gauche culturelle, du trotskisme aussi, en conservant le secret. Il y a des liens en fait entre cette gauche dite radicale, même la gauche en général, malheureusement, qui protège en fait quelque part les frères musulmans et le frérisme. Oui, vous mentionnez dans un article, pas dans votre livre, ou peut-être vous mentionnez dans le livre, je ne me rappelle plus, mais vous parlez du lien entre la gauche et l'islamisme et l'analyse de la gauche de l'islamisme qui remonte au moins aux années 90. Et la gauche, à l'époque, semblait vouloir utiliser l'islamisme pour renverser le capitalisme et le libéralisme, pour ensuite le transformer en une forme de progressisme. Et vous concluez, à mon avis, correctement, que c'est l'inverse. La gauche est faite islamiser, en Occident notamment. C'est ma propre analyse, je dirais. Mais comment expliquer la chose, en fait, que la gauche, ce soit peut-être pas toute la gauche en Occident, mais je crois que c'est assez visible qu'on parle de LFI en France, notamment, que l'islamisme, maintenant, a plus d'influence sur la gauche que la gauche sur l'islamisme. Bah, elle est plus faible. Elle est plus faible et elle s'est fait déborder aussi par des mouvements déconstructionnistes qu'on appelle woke, qui sont pas du tout structurants, qui sont au contraire de la mélasse et de la bouillie pour les étudiants ou les jeunes. Donc, ils ont perdu leur force, ils ont perdu leur structure, ils ont perdu leurs croyances, ils ont perdu leur totem, et ils ont en face d'eux des gens qui ont tout ça. Donc, c'est assez logique. Et puis, ça fait longtemps que les uns et les autres ont réfléchi. La gauche avait réfléchi. Faut-il s'allier avec les islamistes? Bon, j'ai fait un papier là-dessus dans la revue des Deux Mondes sur. Est-ce que c'est non, c'est pas la revue des Mondes, dans la revue Cité, Ouais. justement sur les liens entre l'islamisme et la gauche radicale. Et c'est vrai que Hartmann s'était posé la question de savoir si on pouvait s'allier avec les islamistes et avait répondu que oui, qu'il fallait faire attention, mais que oui. Ben, le fallait faire attention, je pense qu'il a été oublié au fil du temps. Et l'alliance, maintenant, elle est faite. Et aussi parce que les frères ont compris qu'ils ne pouvaient rien faire sans le soutien de la gauche. Donc ils travaillent beaucoup à les rendre, à les rassurer, à leur mentir, bien sûr, sur leur velléité, à leur faire croire que dire qu'ils ont un programme est islamophobe. Donc à partir de là, la gauche, effectivement, n'arrive pas, ne résiste pas. Elle se dit, bah oui, c'est sûr, c'est islamophobe, etc. Et puis, plus elle se corrompt avec les islamistes, moins elle arrive à se remettre en question. Et là, effectivement, elle est l'allié utile, pour ne pas dire pire, du frérisme. On sait comment ça finit, hein, on connaît l'histoire en Iran. La gauche a Ouais. été instrumentale, elle a été très importante dans la conquête de l'ayatollah en Iran, et elle a été dégagée assez rapidement. Avec la Ils ont été révolution iranienne de assassinés. 79. Ouais, exact. Voilà, c'est ça. Donc, les chefs de gauche ont été assassinés les uns après les autres. Très bien. En conclusion, est-ce que l'Occident prend la mesure non seulement de la menace du frérisme, mais de l'islamisme globalement? J'ai l'impression que malgré les attentats du 11 septembre et les multiples attentats en France, notamment le Bataclan et Mhm. même ici au Canada, au Québec, on voit encore la chose comme étant marginale. Oui, alors tant qu'elle ne prend pas la mesure, effectivement, il n'y a pas de mesures précisément qui sont prises pour empêcher sa progression. Euh, nos démocraties sont assez faibles. Elles sont transparentes, elles sont attachées à la vérité, à la loyauté, la liberté, etc. Mais face à des ennemis qui jouent le même jeu. Or, si nous ne comprenons pas que nous avons des ennemis qui nous ont qui nous mènent une guerre déjà, et qui ne jouent pas le jeu auquel on s'attend, c'est-à-dire qu'ils peuvent mentir, on n'a pas les mêmes règles du jeu, donc ils peuvent aller là où ils veulent. Et nous, on continue à être très attentifs, et c'est bien, défendre notre état de droit, et c'est très bien. Sauf qu'à un moment donné, si on comprend
qu'on nous mène une guerre, il faudra bien qu'on se mette aussi en état de guerre si on veut défendre ce que nous sommes. Et donc peut-être faire comme eux, à un moment donné, suspendre certaines lois, des lois d'exception qui sont prises en temps de guerre. C'est peut-être vers là qu'on va. Je dis pas qu'il faut le faire maintenant. Je dis que c'est peut-être vers là qu'on va, où il y a des mesures aussi à prendre, comme l'interdiction du voile des mineurs, pour éviter justement que les filles ne rentrent dans l'espace du halal, hein, dans cet espace islamique, et soient complètement ne puissent plus se vivre autrement qu'en tant que femme musulmane sous le voile. Donc un conditionnement psychique et physique. Ça En me Occident. paraît une mesure, oui, voilà. Ouais. Ça me paraît une mesure essentielle d'empêcher ça. Et alors, je sais que Gabriel Attal a proposé 15 ans, etc. 15 ans, ça veut rien dire. C'est juste obéir au moufti. Non, c'est 18 ans parce que c'est un acte politique. Donc c'est 18 ans et peut-être plus encore si ça continue, parce qu'on voit que le hijab devient de plus en plus couvrant. Là aussi, il couvre le visage. Je sais que il y a chez vous des écoles où il y a des enfants qui arrivent voilés intégralement. On voit plus le visage. Il faut que ça s'arrête. C'est de la maltraitance. Si on ne réagit pas à ça, c'est qu'on est complètement endormi. Tout à fait. Madame Bergeau-Blaclair, mot de la fin? Écoutez, j'espère venir pour pouvoir venir rencontrer les Montréalais et les Montréalaises. C'est comme ça qu'on dit? Oui, tout à fait. Ou les Québécois et les Québécoises aussi. Oui, Ah, mais aussi, vous allez voilà, rester à plus Montréal, hein, vous largement. n'allez pas sortir de Oui, Montréal. c'est ça. Normalement, Ouais. je vais rester à Montréal. J'espère qu'ils seront là. J'espère que je pourrai les voir. J'espère que toutes les entraves seront levées, les entraves policières, pour que je puisse rencontrer les gens, comme je le fais ici en France. Hein, comme je disais, il n'y a qu'à l'université que je peux plus donner de conférences, mais partout ailleurs, je donne très régulièrement des conférences et ça se passe très bien. Donc, il faut pas se laisser intimider. Il faut être présent. Voilà. Ben, je sais que sur Facebook, du moins, il y a un événement qui circule pour le 4 juin, lors d'une de vos conférences, mais le lieu a été changé à la dernière minute. Et pour l'instant, je crois que ça sera au centre-ville de Montréal, mais l'adresse reste quand même à être confirmée. C'est ça, voilà. C'est un peu ça le problème, c'est qu'on ne pourra pas donner d'informations rapidement. C'est pas de mon fait. Moi, j'essaye, au contraire, je dis, je veux passer, je veux y aller, etc. Mais ça bloque un peu, je crois, du côté de chez vous. Et là, pour l'instant, j'ai pas d'informations supplémentaires. Mais en tout cas, je serai à Montréal, c'est sûr. Parfait. Florence Bergeau-Blaclair, auteur que j'ai ici, Le frérisme et ses réseaux, on voit un peu mieux. L'enquête chez Odile Jacob et de passage très bientôt au Québec du 4 au 6 juin. Merci beaucoup. Merci à vous.